Bonjour et bienvenue sur votre émission Elam Recap. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous irons au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Malawi et enfin au Gabon. Vous l'avez sûrement lu, entendu ou appris, la vidéo d'un adolescent retrouvé dans le réacteur d'un avion, suscitant l'émotion, circule depuis quelques temps. La scène se déroule le mardi 30 juin à l'aéroport de Maya-Maya, à Brazzaville. Un agent de l'aéroport aurait témoigné que ce n'est pas la première fois qu'il s'essaie dans cette aventure et qu'il serait atteint de démence. À 3 reprises, le jeune homme a été pris, caché à l'aéroport ou dans un avion. Vous pouvez l'observer, le jeune homme sortant du réacteur de l'avion tient son sac à main, prêt à partir. L'aurait-il réellement fait si les agents de sécurité ne seraient pas apparus plus tôt? En janvier 2020, le corps d'un enfant de 14 ans a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de Air France en provenance d'Abidjan. Les médias ivoiriens ont affirmé que l'enfant avait fui son pays sans informer ses parents. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser ces jeunes à prendre de tels engagements? Je veux dire, fuir notre continent. À ce jour, l'OMI, l'Organisation internationale de la migration, compte plus de 17 000 morts ayant essayé de rejoindre la terre promise. Je pense que ce phénomène pourrait nous avertir sur le problème de fuite de cerveau en Afrique. À la quête d'un avenir meilleur, beaucoup y perdent la vie. Cette semaine, l'actualité africaine, comme annoncé dans le sommaire de cette édition, nous emmène également au Mali. Et non, ce n'est pas pour parler de l'imam Dicko, du nom de cette figure emblématique de la résistance à Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, le président malien. Encore moins pour parler de Soumaïla Cissé, vous savez, cette figure de l'opposition malienne, ancien ministre des Finances, du plan de l'environnement, ancien président de la commission de l'UEMOA, qui depuis le 26 mars 2020, donc depuis bientôt 4 mois, a été kidnappé dans la région de Tombouctou. Toutes nos pensées sont bien sûr avec lui et sa famille, mais plutôt pour parler de Karim Keïta, le fils du président malien, qui s'est illustré de façon assez négative sur la toile. En effet, une vidéo de lui et de ses amis faisant la fête à l'étranger n'a pas laissé la twittosphère malienne indifférente. Le pays vit depuis plusieurs jours un rythme de tension. Une grande sociale chez les Bamakois qui réclame le départ du président de la République pour, je cite, promesses non tenues quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ainsi donc, voir le fils du président et député à l'Assemblée nationale malienne se la couler douce pendant que les Maliens, je cite toujours, vivent dans la misère et fait beaucoup parler. Ces images, bien que peu valorisantes, suscitent tout de même une question. Celle de savoir si, parce qu'on est fils de président, on ne devrait plus s'amuser et profiter de la vie. Cette fonction naturelle, oui, parce que personne ne fait des études pour devenir fils de président, doit-elle priver un individu de ses libertés individuelles? En Afrique, plusieurs polémiques ont déjà mis en avant les fils de président. Si dans le cas du Mali, le timing est plutôt mal choisi, comprenez-vous la réaction et la colère des Maliens? Karim Keïta, toutefois, fait savoir qu'il se réservait le droit de porter plainte contre X et par ailleurs déclaré pour sa défense. Des esprits mal intentionnés veulent me mêler à une cérémonie privée organisée à l'étranger avec des amis où je n'ai fait qu'une très brève apparition et dont je n'étais chargée ni du menu ni de la liste des invités. Mon engagement pour le Mali et le peuple malien demeure entier. Bon courage, Karim. Ailleurs, sur le continent, en République démocratique du Congo, une actualité aura attiré notre attention et méritait que l'on s'y arrête. En effet, dans la foulée des festivités liées à la célébration du 60e anniversaire de son indépendance, le président de la République, Félix Tshisekedi, a, comme il est de coutume dans ce genre de circonstances, procédé à des grâces présidentielles en faveur de prisonniers
qui, selon un rapport de l'univers carcéral, aurait eu un bon comportement. Jusqu'ici, tout va bien, n'est-ce pas? Parmi les graciés, il y a un certain Eddie Capan. Oui, Eddie Capan, ou plus précisément, Colonel Eddie Capan. Le nom, vraisemblablement, ne vous dit rien, mais on va faire un petit cours d'histoire. À vrai dire, remonter dans le temps. Le 16 janvier 2001, alors qu'il se prépare une réunion avec son conseiller économique à son cabinet en prélude d'un voyage au Cameroun pour un sommet de chefs d'État, Laurent Désiré Kabila est interrompu par l'entrée dans le bureau d'un de ses garde-corps, un certain Rachidi. Ce dernier demande à parler au président en privé. S'étant rapproché de lui, il tire à 3 reprises sur lui et prend la fuite. Le conseiller économique présent à ce moment-là dans le bureau se met à crier « Arrêtez-le, arrêtez-le, il vient de tirer sur le président ». Entendant cela, un des gardes tire sur Rachidi. La balle se loge dans la jambe. Il est donc au sol. Dans la foulée, arrive le colonel Eddie Capan qui lui aussi tire sur Rachidi et l'abat. Plus tard, donc après la prise de fonction du fils Kabila à laquelle il aura contribué, Eddie Capan est arrêté. Il est soupçonné d'être l'un des complices de la mort du président parce que, ayant abattu Rachidi pour l'empêcher de parler et ainsi remonter jusqu'à lui, il sera jugé et condamné à mort par une cour martiale de Kinshasa. Seulement, depuis toujours, il clame son innocence et prétend avoir agi sous l'effet de la colère. Regardons ensemble ce petit extrait. Avec tout le respect, je n'ai jamais tenté de prendre le pouvoir. Jamais. Je fais mon devoir à la fidélité vis-à-vis du chef de l'État et personne d'autre ne doit y demander. C'est aujourd'hui que les gens sont en train de considérer toute cette loyauté-là comme un sentiment de richesse. Jusqu'à ce jour, nombreux sont ceux qui pensent que le colonel Capan est innocent. La grâce qui lui est accordée consiste, elle, je cite, à un allègement de la peine et donc pas d'une libération. Cette rubrique consiste à mettre au devant de la scène des personnalités ou des institutions qui auront brillé ou pas durant la semaine. Leur apporter nos félicitations ou un carton rouge, des tops et des flops. Pour les tops, la Cour constitutionnelle du Malawi. Fait assez rare pour être signalé, cette Cour avait annulé la réélection du président pour irrégularité dans le scrutin. En effet, certains procès-verbaux avaient des marques de correcteur. Une nouvelle élection a eu lieu le 23 juin dernier et a sacré Lazarus Chakwera, un ancien pasteur. On peut ainsi conclure qu'il portera toujours le pays dans ses prières. Alain-Claude Willy Bindé, il est le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Il a cette semaine décidé d'appliquer une mesure de réciprocité vis-à-vis des 27 pays de l'Union européenne, à savoir une fermeture des frontières à tous les ressortissants de ces États. Une mesure forte qui mérite tout de même des encouragements, car nos dirigeants sont souvent accusés, à tort ou à raison, d'être des pions de l'Occident. Didier Drogba, l'ancienne gloire du foot ivoirien, a été cette semaine élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Bouaké. Une distinction qui récompense bien sûr ses œuvres caritatives en Côte d'Ivoire. Financement pour construction d'hôpitaux, d'écoles primaires et j'en passe. L'enfant de Yopougon n'a bien sûr pas oublié d'où il vient. Pour les flops, le gouvernement malgache. Souvenez-vous, ce petit pays d'Afrique nous annonçant en grande pompe avoir trouvé la solution miracle au Covid-19 avec son Covid organique, le président malgache affirmait que l'efficacité de ce médicament était remise en cause parce qu'il venait d'Afrique. Le pays avait alors entamé une phase de déconfinement, le premier pays africain à l'avoir fait. Seulement voilà, le gouvernement a fait savoir via un communiqué qu'Antananarivo et ses alentours devaient à nouveau être confinés parce que les cas augmentaient. La question se pose, Covid organique, vrai remède ou pas? Enfin, l'Agence des parcs nationaux du Botswana. Vous l'avez certainement vu sur le net,
ces images d'éléphants morts dans un parc du Botswana. Le gouvernement, lui, parle de 275 éléphants tués quand les responsables du parc annoncent 400. Quoi qu'il en soit, la mort de cette espèce, pourtant protégée, demeure sans explication. On parle d'une sévère épidémie, les éléphants tombaient subitement ou tournaient autour d'eux avant de s'écrouler. C'était le premier épisode de Elam Recap. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à bientôt.